Super. Bonjour à tous. Salut Eric et Mathieu. Quatrième semaine du vrai Ségur de la santé. Le Ségur de la santé a démarré le 14 février. Il se déroule jusqu'à fin mars. C'est des auditions pluriquotidiennes d'experts santé sur tous les sujets de la santé. Alimentation, santé environnementale, urgence, bloc, réanimation hier avec Jean-Paul Mira et Olivier Joannès-Boyau, Jean-Louis Teboul. On a même eu, Mathieu, Eric, un petit passage éclair de Fabienne Saulnier, à qui j'avais envoyé le Zoom. C'est pour vous dire l'aura du vrai Ségur de la santé. On essaye de parler de tout. Et en introduction, d'abord, je voudrais vous demander si vous avez apprécié le générique, qui est déjà un peu futuriste. Hein, vous avez vu un peu. Donc, on est déjà un peu dans le futur. Et surtout, j'ai pris la mauvaise habitude de dire dans les médias, quand j'ai le loisir d'être à la télé ou à la radio, un truc terrible, mais j'avoue, hein, je vais vous demander de me pardonner aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire, ne me parlez pas d'intelligence artificielle tant qu'on n'est pas capable de soigner tout le monde avec notre cerveau à nous. Bon, alors j'avoue que c'est une diagonale un peu excessive, mais c'est dans l'excès que parfois les messages y passent, même si l'excès parfois est contre-productif. Bref, ce vaste débat. N'empêche que, comme vous nous faites l'amitié, Eric et Mathieu, d'être là aujourd'hui, c'était indispensable. On peut pas raisonner système de santé d'aujourd'hui et de demain sans quand même avoir des perspectives de ce qui va se passer, de tout ce qui va changer. Et aujourd'hui, eh ben, écoutez, je suis très heureux. Ça va être une audition passionnante. Je dis pas ça pour vous mettre la pression, hein, mais je vous connais très bien. Je vais vous présenter brièvement et puis après, je vous laisse vous présenter, bien sûr. Je vais commencer par notre maître, Eric. Hein, Mathieu, tu es d'accord, hein, je commence par Eric. Eric Kipnis, tu es professeur d'anesthésie au CHR de Lille. Tu es attaché au service de réanimation chirurgicale, mais tu exerces aussi une activité de recherche. Tu es un petit peu plus âgé que moi, mais moi, j'ai suivi ta carrière. Tu fais partie de ces personnages-là qui sont inspirants et des modèles pour les jeunes internes que j'ai été. Je t'en remercie vraiment parce que voilà, on est tous derrière Equipnis, on t'a vu travailler, on t'a vu faire et j'avoue que au-delà de l'amitié qui nous lie, tu es aussi un modèle professionnel. Voilà, donc merci Eric, merci d'accepter d'être avec nous aujourd'hui. Quant à Mathieu, c'est un peu différent. Tu as été mon interne. C'est classe hein, de dire que Mathieu Komorowski a été mon interne. Tu as été mon interne et c'est comme ça qu'on est devenus des potes également. On est assez proches avec Mathieu, inutile de le cacher. Et Mathieu, il a pris les directions qui étaient les siennes. Aujourd'hui, je pense que tu es à Londres là aujourd'hui, Mathieu? Ouais. Voilà, donc tu bosses à Londres, tu vas te présenter. Et évidemment, tu es également anesthésiste réanimateur de formation, mais tu es devenu un des experts mondiaux, je pense, en intelligence artificielle en recherche. Et puis, tu as un domaine de prédilection et de compétences dans l'aérospatiale. Et ça a fait d'ailleurs l'objet de ta thèse de mémoire, il me semble. Hein. C'était la séquence rapide dans l'espace, non? Je ne sais pas pourquoi je pense à c'est peut-être pas que la… Non, c'était peut-être sur l'anesthésie en aérospatiale. Non, tu as tout à fait raison. Ouais. C'était sur la médecine spatiale, l'anesthésie, la réa pour les missions martiennes, les futures missions d'exploration spatiale. 2013. Oh la vache, oh la vache, oh la vache, ça nous rajeunit pas. Écoutez, je vais vous laisser vous présenter et puis après, c'est vous les maîtres de cérémonie. Moi, je suis un animateur, entre guillemets. On a, pendant cette session, des modérateurs dont la mission est de relever les questions éventuellement qu'on aura à vous poser les 10 dernières minutes. Au bout de 45 minutes, on fera une pause et je vous demanderai quelles sont les propositions concrètes à mettre sur le papier parce que vous savez que nos auditions, on s'aime bien et on pourrait échanger pour le plaisir. N'empêche qu'on essaye d'avoir un objectif d'efficience et de pragmatisme pour dire, parce que quand on conteste un peu le Ségur de la santé tout court et qu'on dit ouais, faut faire le vrai Ségur, faut être capable quand même d'apporter une plus-value en termes de propositions. Et puis voilà, j'ai assez parlé. Eric, je te laisse te présenter et puis après ce sera Mathieu. Voilà. Merci beaucoup Arnaud pour cette très très gentille introduction. Vraiment, ça traduit effectivement l'amitié qui nous lie tous. Hein, une très grande famille anesthésie-réanimation dans les Hauts-de-France. Et effectivement, moi, ma fierté de faire partie de cette famille, hein, vraiment.
Et du coup, juste pour préciser un peu, moi, le véritable expert dans l'affaire, c'est, et ce sera dans les discussions, Mathieu, c'est effectivement un anesthésiste réanimateur qui fait toute une partie de sa recherche en intelligence artificielle. Je suis également chercheur, mais beaucoup plus sur un versant d'infectiologie, microbiologie, immunité. Moi, je travaille plus dans les boîtes. En revanche, j'ai une vision avec un peu de recul, puisque également suivi avec grand intérêt la carrière de Mathieu. Et Mathieu travaille sur ce versant intelligence artificielle d'une préoccupation qui est le sepsis, l'infection grave, et qui rejoint, qui complète, on va dire, mathématiques de recherche qui est beaucoup plus fondamentale. Donc, c'est quelque chose que je suis d'assez près. Alors, d'abord, l'intelligence artificielle, dans ton introduction, tu as très bien dit, il faut d'abord apprendre à bien soigner. J'espère qu'au cours de cette discussion, on va montrer que ce ne sont pas des choses qui sont contradictoires du tout, mais surtout, il y a des mythes et des fantasmes autour de l'intelligence artificielle. Alors moi, comme je suis naïf de l'affaire, entre les deux experts, je voulais quand même repréciser que l'intelligence artificielle, elle est déjà partout et on s'en sert tous au quotidien. À moins d'être tout seul perdu au milieu du Larzac, on est entouré à chaque instant d'intelligence artificielle, que ce soit les réseaux sociaux, avec la personnalisation des fils. Le CED s'en sert bien, justement, de ces réseaux sociaux, et dès qu'on manifeste son intérêt pour le CED, on sait qu'on va avoir droit à beaucoup d'autres choses du CED, par exemple, et donc on voit tout de suite l'intérêt dans la communication. Le streaming des musiques et vidéos, c'est de l'intelligence artificielle derrière, les moteurs de recherche, la raison pour laquelle on va rarement consulter la deuxième ou la troisième ou la quatrième page de Google, c'est parce que Google est capable de donner les meilleures réponses grâce à de l'intelligence artificielle. Le GPS, n'en parlons même pas, quand on navigue, on a déjà toutes les propositions de meilleurs trajets, station-service, la domotique, c'est exactement comment régler le thermostat intelligent en fonction de l'heure à laquelle on s'est couché, à l'heure à laquelle on se réveille. Nos logiciels de mail sont déjà en train de nous dire comment terminer notre mail, comment signer, comment faire la formule de politesse. C'est tout à fait de l'intelligence artificielle, avec l'e-commerce Amazon qui nous propose d'emblée la couleur de chaussettes qu'on veut, qu'on aime bien, avec la couleur préférée, et ainsi de suite. Alors, on comprend les intérêts au quotidien, c'est les petites choses, les petites simplifications, les petites assistances qui font qu'on est censé au quotidien moins se préoccuper de détails, moins faire de manœuvres et de recherches pour faire ce qu'on faisait avant. Donc voilà. Alors, comment est-ce qu'on paye déjà ces petits riens et ces petits avantages? On le sait, tous les exemples que j'ai cités utilisent ces informations pour nous fournir plus de publicité. Donc, on échange notre avantage contre un matraquage publicitaire et qui est très individualisé et donc probablement plus au bénéfice des entreprises puisqu'on a plus de chances de suivre des pubs qui sont individualisées. Est-ce qu'il y a des vrais risques par rapport à ce degré d'intelligence artificielle? Pour l'instant, les risques, on voit qu'on est en train de donner à des entreprises des informations sur ce que l'on fait, où l'on est, où on va, comment on consomme, comment on vit, même ce que l'on pense. Facebook est au courant, Facebook sait que je suis le CED, ainsi de suite, et va me proposer des choses en rapport. Ce que l'on pense, ce que l'on préfère, nos préférences politiques, nos affiliations, notre métier. On commence à avoir des entreprises qui savent finalement quasiment tout de qui on est et de ce qu'on fait. Et tout ça pour des petits riens du quotidien. Aller un peu plus vite, avoir un meilleur trajet d'automobile, avoir une formule de politesse qui arrive automatiquement à la fin du mail, etc. C'est des petits riens. Alors, pour conclure un peu cette introduction, c'est pour dire on est prêt à échanger presque tout de notre vie, qui on est, ce qu'on pense, ce qu'on veut, qui sont nos amis, on est prêt à échanger ça pour des petits riens. Et tout d'un coup, quand on parle d'intelligence artificielle en santé, il y a un fantasme énorme. Alors qu'on a déjà
entre guillemets, vendu notre vie, même pas vendu, on l'a donné parce qu'on ne nous a pas donné grand-chose en échange financièrement. Et on a donné notre vie, mais là, avec un enjeu de santé, avec un enjeu de mieux diagnostiquer, mieux traiter, et au bénéfice de la santé, il y a un grand fantasme sur ce qu'on est en train de donner éventuellement. Alors moi, là, voilà, ça c'était un peu mon introduction. Avant de dire un peu quels sont mes espoirs, moi j'aimerais bien donner la parole à Mathieu pour que justement quelqu'un qui fait réellement de l'intelligence artificielle puisse expliciter, démystifier ce que c'est vraiment. Mathieu. Mathieu, vas-y. Eric, il est en train de dire que tes formateurs, c'est les GAFA, hein. Mais bon, je te taquine, hein. Ouais. Mais non, mais c'est bien, c'est vachement intéressant avec la manière dont tu replaces le sujet parce que effectivement, on est déjà tous dedans. Mais alors, pourquoi ça pose un problème de passer à la santé? Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a un petit frein, mais je me trompe, hein, et je parle pas, hein, mais quand même l'impression qu'on se dit aussi, oh là 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 là, les médecins vont perdre. Par exemple, moi, c'est mes ados qui me disent, papa, tu savais que la radiologie va disparaître? Le métier de radiologue? Ah bon? Bah ouais, enfin, intelligence artificielle. Donc, c'est des trucs qui… Mathieu, à toi de jouer. Enfin, à toi de… Ouais, et ben, encore une fois, merci Arnaud pour cette invitation et merci Eric pour l'intro. En fait, c'est vrai que je t'ai entendu dire plusieurs fois que l'IA, que c'était un fantasme, Mathieu, non, 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 ah non, 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 c'est pas ça. C'est-à-dire que, bon, je vais te dire, ce qui m'a foutu en rogne, c'est quand Macron a dit il y a quelques mois, plan intelligence artificielle sur 10 ans, je crois, ou 20 ans, et 10 milliards ou 30 milliards, je sais plus, je crois que c'était 10 milliards. Et moi, je me suis dit, mais mec, les urgences sont fermées, quoi. Les infirmières, c'est 1 euro de l'heure la nuit. Les PH, c'est 18 euros de l'heure en garde. Alors, tu vas te calmer. On n'a pas les moyens de faire de l'IA maintenant. Bon, Mathieu, tu as compris l'idée. Non, bien sûr, bien sûr. Et en fait, je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que tu as complètement raison que l'urgence, elle est à l'investissement immédiat, qu'il faut augmenter les professionnels de santé, qu'il faut ouvrir des lits, qu'il faut réouvrir des services d'urgence. Un peu. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Ça doit pas, non, mais ça ne doit pas nous empêcher de continuer à réfléchir, à moderniser notre art, bien sûr. Mais moi, c'était une manière, tu sais, de ramener le débat un peu dans ce qu'on vit, quoi. Bien sûr. Tu vois, c'est comme quand on construit des nouveaux hôpitaux en France, si tu veux, c'est le même débat. Et puis qu'en fait, on se rend compte que juste à côté, les urgences sont fermées, qu'on a fermé 5 lits de réa parce qu'on n'a pas de personnel paramédical. Tu dis, mais attendez, mais arrêtez de construire des hôpitaux. Tu vois, mais c'est des raccourcis qui permettent juste de faire passer des messages, hein. C'est pas ma vraie pensée fondamentale, hein. Tu t'en doutes. Non, je le sais bien. En fait, oui, tu as raison. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ces deux choses, elles ne doivent pas entrer en compétition. C'est-à-dire que d'un côté, évidemment, il faut financer les services de santé, mais d'un autre côté, il faut financer la recherche. Tu vois, il faut replacer la France au devant de la scène internationale en termes de compétitivité de recherche, d'innovation, etc. Parce que pour une multitude de raisons, évidemment, il y a des bénéfices attendus qui sont énormes et je vais en parler de cette nouvelle technologie. Et même d'un point de vue même plus fondamental, c'est un investissement qui est lucratif. Tu vois, si tu devais parler à des, je sais pas, à des politiques, par exemple, eh ben, il y a des données qui sont assez robustes qui disent qu'investir dans la formation, dans l'innovation, dans la recherche, eh ben, en fait, ça améliore la santé d'une économie nationale, ça améliore la Mathieu et Eric, juste pour donner des applications, le mannequin, ce qu'on appelle le mannequin, ce qui est très à la mode dans nos formations en urgence, en anesthésie, en réa, c'est de l'IA, le mannequin? Je pense pas, hein. Alors, tu parles des mannequins de simulation? Oui, pardon, de simulation. Ouais, en fait, en général, non. En général, c'est assez simple. Même les mannequins qui sont connectés, tu sais, où il y a un moniteur, etc. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des modèles physiologiques à l'intérieur, mais en général, c'est assez simple, hein, ce qui se passe en dessous du capot. Si tu veux, je peux te donner un petit survol de ce que c'est que l'IA et essayer de démystifier un petit peu tout ça. Parce que, bien sûr. En fait, c'est beaucoup plus simple que la théorie, elle est très simple. Il y a l'IA, et l'IA, c'est une catégorie de techniques informatiques qui permettent de générer des connaissances à partir des données. C'est-à-dire qu'en gros, historiquement, pour
améliorer la connaissance, en fait, on faisait appel à des experts et on leur demandait ce qu'ils pensaient. Tu vois, alors par exemple, je vais donner un exemple très concret. Le score Apache 2, tu vois, le score, c'est un score de sévérité en réanimation. Alors, le Apache 2, il était développé en 1985. Et en fait, comment ça s'est passé? C'est un groupe d'experts, tu vois, de réanimateurs qui se sont mis autour d'une table, se sont dit, voilà, alors, on va créer un score pour quantifier la sévérité des malades en réanimation. Et ils se sont dit, alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce score? Eh ben, on va mettre l'âge, on va mettre, tu vois, des informations sur les défaillances d'organes. Et alors, au plus les chiffres sont anormaux, au plus ça va donner un score élevé. Ça, c'est la technique traditionnelle pour développer, par exemple, des scores de sévérité. Et alors, en fait, c'est une méthode qui marche d'une certaine manière, mais en gros, si tu utilises de l'intelligence artificielle, eh ben, tu peux créer des scores qui sont plus performants. Alors, le score Apache 4, qui a été développé en 2006, c'est la quatrième version de ce score de sévérité, eh ben, ça a été développé à partir d'une base de données. C'est américain, ils avaient plus de 110 000 malades, je crois. Et en fait, ils ont utilisé les ils ont utilisé les données des malades qui étaient venus à l'hôpital et ils ont construit un score à partir des données. Donc, plutôt que de demander aux experts ce qu'ils pensent, comment quantifier la sévérité d'un malade, et ben là, simplement, l'intelligence artificielle, en gros, c'est des statistiques, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Euh, euh, dans cette approche-là, et ben, tu utilises des données des malades que tu as collectées dans le passé pour créer un nouveau modèle. Et ils ont démontré de façon assez simple que ce modèle-là, il était en fait plus performant que quand c'était les experts qui essayaient de le faire. C'est juste un exemple, hein. Mais en gros, l'intelligence artificielle, c'est simplement un groupe d'outils informatiques qui permettent en général, alors il y a plein d'applications différentes, mais en général, c'est pour faire de la prédiction. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que tu peux prédire si un malade va vivre ou mourir en fonction de son état de sévérité au moment où il se présente aux urgences? Est-ce que tu peux prédire si une photo tu vois, d'une lésion cutanée, c'est cancéreux ou c'est pas cancéreux? Ça, c'est un autre exemple qui a été vraiment déployé. Maintenant, il y a plusieurs. Si vous allez sur Google Play ou l'équivalent dans Apple, vous pouvez télécharger des applications sur le téléphone. Vous prenez des photos de vos des grains de beauté et il va vous prédire si le risque que ça soit cancéreux. Tu vois, ça, c'est un autre exemple. Mais en fait, le principe sous-jacent, il est le même. C'est-à-dire que tu utilises une base de données pour entraîner un modèle, entraîner un algorithme qui fait de la prédiction ensuite quand tu l'utilises de manière prospective. Alors, est-ce que Mathieu, alors j'ai trois petites questions, mais Eric, je te laisse intervenir à ta guise. Hein. Ouais. Trois petites questions. Première petite question, pourquoi ça coûte de l'argent l'IA? Voilà. Question très, très naïve. Est-ce que c'est parce que c'est des gros processeurs, il faut de l'informatique? J'aimerais bien avoir la réponse à ça. Deuxième question, quand je t'écoute, mais ma question n'est pas provoque, elle est naïve. Est-ce que finalement, tout cela n'est pas aussi pour gagner du temps, pour donner du temps, aller plus vite dans les recherches? Parce que ce que tu dis, j'ai le sentiment que c'est ce qu'on fait depuis longtemps, de trouver des scores et tout ça. Est-ce que le patient va bien évoluer ou pas? Ça fait partie de notre pratique clinique, ça. Donc, gagner du temps. Et auquel cas, gagner du temps, si c'est pour permettre de faire du soin, de réorienter du temps vers le soin, du temps clinique, ah bah alors là, c'est vraiment top. Et troisième question, comme ça, je vous fous la paix. Pour moi, l'IA, alors à cause de mes ados, pour moi, l'IA, c'était de dire un jour, on met un malade dans un scanner et l'IA est capable de nous faire le compte-rendu du scan. Ça, c'est un fantasme où un jour, on y arrivera. Alors, voilà. Ouais. Alors, ton dernier point, ça existe déjà, mon cher Arnaud. D'accord. Ça existe déjà. C'est-à-dire qu'il y a au moins, à ma connaissance, au moins 150 entreprises qui sont approuvées par la FDA, tu sais, le comité de régulation des appareils médicaux aux États-Unis, qui font exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qui te lisent une radio de thorax, qui te lisent un scanner cérébral et qui te proposent des diagnostics avec et également ils vont surligner sur l'image où se trouve l'anomalie. Tu as des algorithmes qui font du diagnostic de cancer de la prostate à partir de l'IRM, qui marche quasiment 100% de précision, qui marche aussi bien que les radiologues humains.
tu as des algorithmes qui te lisent des scanners cérébraux aux urgences pour détecter du sang frais, tu vois, dans les AVC hémorragiques. Quand ils détectent du sang frais, ils envoient un SMS au radiologue pour lui dire il faut que tu regardes ce scanner en urgence parce que je pense qu'il y a du sang frais et il faut que tu confirmes ma suspicion. Tu as des algorithmes qui lisent des radios de thorax, qui te détectent des pneumothorax, des pneumonies, des atelectasies, etc. avec une précision supérieure. Ça existe, tout ça, ça existe déjà. Ça existe déjà. Et alors, l'obstacle à la diffusion de ça, on revient à l'argent, Mathieu? Il y a plein d'obstacles. Hein. Il y a le financement, c'est une partie des obstacles, mais toutes ces entreprises, elles annoncent qu'en fait, ça conduit à des économies de santé parce que si tu sais combien ça coûte un radiologue dans un hôpital, c'est extrêmement cher. Alors, si tu as une équipe de 10 radiologues et tu peux en virer un parce que maintenant tu as une IA, et ben, c'est une économie vraiment substantielle pour un hôpital. Et donc, ces entreprises-là, alors je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, mais ces entreprises-là, c'est souvent leur approche, leur message. Et aussi, il y a un autre argument, c'est que si tu améliores le soin, si tu accélères par exemple le diagnostic du sepsis, on peut en parler, hein, il y a plein d'algorithmes qui font ça. J'allais revenir après. Je voulais qu'Éric parle et puis je voulais que tu vous fasses un focus sur le sepsis. Ouais. Alors, c'est passionnant. Éric, ouais, je vais faire mon cœur. J'ai quelques remarques. Déjà une par rapport à ce que tu as dit, Arnaud, au départ. Tu as dit, qu'est-ce que c'est que ce plan? Est-ce que c'est vraiment ça le problème? C'est coûteux? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Pourquoi de tels enjeux? Ensuite, Mathieu a prononcé plein de fois le mot-clé. Le mot-clé, c'est les données. Il n'y a pas d'IA sans données. On peut avoir l'équipe de chercheurs la plus sophistiquée, on peut avoir la meilleure start-up de l'univers. Ça part des données patients. Et l'enjeu est véritablement là. Pourquoi? Parce que la qualité des données va conditionner l'IA. On peut mettre le meilleur système d'IA, celui qui est capable de auto-apprendre, s'auto-corriger, qui utilise ensuite les informations du médecin par rapport à ça. Si les données du patient sont pas fiables, si les données du patient sont pas complètes, si ces données sont biaisées, hein, on est sur une mauvaise population, l'IA, elle va être foutue. Elle va être foutue parce qu'elle va incorporer tous ces défauts de qualité de données, elle va incorporer tous les biais et elle va partir en vrille. Ça, c'est quelque chose qui a été démontré dans des articles. Hein, l'Amérique, c'est un peu notre laboratoire. Hein. Donc, les startups sont là-bas, les IA sont majoritairement là-bas et déployées là-bas et plus rapidement commercialisées. Hein. Mathieu parlait de la FDA qui en a autorisé énormément, notamment beaucoup en imagerie. Et il y a déjà des études qui ont montré que les biais de la médecine américaine sont répliqués dans les IA qui ont pour origine des entreprises américaines. Hein, les startups se concentrent sur les côtes Est et côtes Ouest, avec des grandes universités, des grands CHU de côte Est et côte Ouest. Et du coup, les IA, elles sont calibrées sur des données de ces patients-là, pas du tout sur la population américaine au complet. Et donc, tous les diagnostics, tous sont biaisés avec les mêmes biais, notamment les biais américains qu'on connaît bien, qui sont des biais entre populations blanches et noires. Hein, c'est pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes accès au système de santé, et donc les données ne sont pas complètes et sont déjà biaisées. Pareil pour hommes-femmes, dans certains algorithmes aussi, et en population favorisée, défavorisée, notamment. Donc là, c'est… Tu es en train de dire qu'il y a… Tu es en train de dire que les trucs les plus performants qui vont définir notre avenir, ils sont en défaut sur un biais d'hétérogénéité des populations. C'est une des limites et c'est pour ça finalement que l'IA, la bonne IA, celle qui serait utile, a un coût extrême. Et ce coût, il est lié à la qualité des données, aux serveurs, à tout ça. Et c'est là que je rejoins ta préoccupation première où tu dis oui, mais il faut d'abord avoir une santé de qualité. Les soignants, les médecins, un système de santé qui marche, et pas un système de santé en souffrance. Et donc, c'est là que la boucle est bouclée quand même, c'est qu'on ne pourra pas avoir une IA de qualité si on n'a pas une santé
de qualité et au contraire, une santé en souffrance ne permettra pas d'avoir une IA. L'IA n'est pas la solution d'une santé en souffrance. Il faut avoir une santé qui est saine, un système de santé sain et qui fonctionne bien pour avoir des données fiables, pour que l'IA serve à quelque chose, et c'est une boucle vertueuse. Hein. Donc l'IA n'est pas la solution. Donc une partie de ce coût de santé, c'est d'avoir des données, et pour avoir des données, il faut avoir assez de soignants, assez de médecins qui prennent bien en charge les patients pour avoir des données fiables pour l'IA en santé. Très intéressant, Eric, là, parce que là, tu te doutes bien que tu me donnes des armes et du biscuit pour porter le message, et merci, parce que… Alors, Eric, j'ai quand même envie de te poser une question, puis Mathieu, tu répondras. Je vous rappelle quand même que Kasparov, il avait battu Deep Blue. Alors, je vous attends là-dessus tous les deux, excusez-moi. Est-ce que le meilleur radiologue de la Terre ou le meilleur clinicien du sepsis, est-ce que Jean-Louis Vincent, il va plier ton IA du sepsis? Première question. Et deuxième question, enfin, j'avais pas d'affection particulière pour les stats, hein, mais j'en ai fait un petit peu forcément. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'en fait l'IA est une magnifique machine qui fait exploser les odds ratios, qui va les chercher très vite? Ça me fait vraiment penser un peu à l'odd ratio quand je vous écoute. Mais bon, c'est ma question, elle est naïve, hein, c'est le rapport entre l'analyse des données. Donc, j'imagine qu'ils vont chercher les odds ratios. C'est ça que l'IA cherche, j'imagine, notamment. Et enfin, la troisième petite question, c'était, est-ce que je peux dire qu'il faut qu'on fasse de l'IA pour avoir des données objectives sur le manque de paramédicaux dans les hôpitaux et leur déficit de salaire et les déprogrammations chirurgicales? Est-ce que, un peu comme McKinsey dirige ce pays, manifestement, dans certains moments un peu compliqués, est-ce qu'il faut demander à l'IA de nous donner des conclusions sur le côté ravageur et destructeur et terrible dans la vie des gens, par exemple, consécutif aux déprogrammations chirurgicales? Mon esprit est un peu tordu et filou, mais vous saisissez la malice du propos. Est-ce qu'on doit utiliser l'IA finalement? Mais Eric, tu y as répondu. Et donc, ma question n'a pas lieu d'être, mais l'IA comme promotion de l'optimisation du bon soin. Du bon soin. Eric, je vous ai séché là. Ah ouais. Non, mais il y a deux versants. Effectivement, l'IA appliquée à l'humain en dehors des données patients, on va dire, c'est-à-dire l'IA sur le système de santé. Pour l'instant, quand même, vu les débats en santé qu'on a depuis juste avant la crise Covid, puis la crise Covid, je ne pense pas que les données nécessitent un traitement par IA pour tirer les conclusions. Hein. Ça, c'est assez clair. On a tous tiré beaucoup de conclusions autour de ce qui se passe. On en tire encore. On aimerait bien que ces conclusions soient entendues. Et ça, c'est une autre affaire. Je ne pense pas que l'IA est un grand enjeu là-dedans. En revanche, ça rejoint ce que je disais avant, ça serait insensé de dire il faut créer on va dire, des TGV de plus en plus performants si on n'a pas le réseau TGV qui peut supporter les trains. Donc, c'est exactement ça. Ce n'est pas l'IA qui crée le système de santé favorable à l'IA. On doit créer un système de santé qui puisse bénéficier de l'intelligence artificielle et qui puisse fournir les données. Maintenant, odds ratio, oui, c'est un des versants. Là, je laisse Mathieu, parce que moi, des systèmes d'IA, je n'en ai réellement statistiquement exploité que certains. Mais ça, oui, on peut avoir une hiérarchisation d'odds ratio, mais voilà, là, on rentre vraiment dans les statistiques d'IA. Mathieu, ta question sur… Attends, Mathieu, moi d'abord. Vas-y. Une de mes blagues préférées, en vrai, tu te souviens, je ne sais pas si tu te souviens, c'était de dire plus le malade il est grave, au plus il risque de mourir. Rassure-moi, c'est pas pour ça l'IA quand même. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Les modèles de prédiction de la mortalité, ça sert quasiment à rien, hein, à part pour quantifier la sévérité d'une cohorte ou d'une population. Tu vois, si tu veux comparer deux groupes de malades, ça oui, mais en pratique clinique, c'est inutile. Ta question très intéressante sur Kasparov et Jean-Louis Teboul. Jean-Louis Vincent, cependant, on peut transposer à Jean-Louis Teboul qui est avec nous hier.
Ouais. Tu vois, des kings, même Eric Kipnis, bien sûr. même Eric Kipnis, tu le mets face à un choc septique, bien ils sûr. ne sont pas capables de battre l'IA pour la réanimation du choc Bien septique. sûr. Alors, en théorie, ils vont être à peu près similaires. Et en fait, c'est ça la beauté de l'algorithme, c'est que tu vas pouvoir cloner, dupliquer Jean-Louis Teboul, Jean-Louis Vincent, Eric Kipnis et les mettre au lit de chaque malade qui ont un sepsis et où ce système est déployé. En fait, l'algorithme, par exemple, celui que moi j'ai développé pendant ma thèse de sciences, il apprend les meilleures pratiques des meilleurs docteurs dans une cohorte, tu vois, de dizaines de milliers de malades qui ont été traités par des dizaines de milliers de médecins différents. Et l'algorithme extrait les meilleures décisions faites par les meilleurs médecins. C'est pour ça qu'en théorie, c'est très, très attractif. Surtout, tu sais, un petit peu en médecine générale, pour les déserts médicaux, tu vois, on essaie de développer des systèmes un petit peu tu sais, de téléconférence, Bien etc. sûr. Est-ce que ça voudrait dire que, par exemple, dans un hôpital périphérique, il y a des difficultés pour avoir de la ressource médicale en réanimation, par exemple, une des perspectives, c'est de dire que peut-être c'est pour venir un petit peu en aide, comme on fait du tellurge pour faire analyser à Lille ou à Paris un scanner ou une IRM compliqué, on pourrait faire quelque part des choses comme ça. C'est quelque chose que toi, tu as dans la tête quand tu travailles sur le sepsis? Non, tout à fait, tout à fait. Alors, le sepsis, c'est un peu, quelque part, c'est une niche, hein, même si je parle du sepsis en réanimation parce que ça concerne un nombre de malades très limité, mais il y a des applications qui sont beaucoup plus vastes. Par exemple, la rétinopathie diabétique. Quel est le manque d'ophtalmologues en France et dans le monde? C'est des dizaines de milliers de médecins qu'il faudrait former. Et bien maintenant, tu as des systèmes qui sont disponibles à l'achat le malade regarde dans la machine, prend des photos de la rétine et il va te classifier le degré de rétinopathie diabétique. Je crois que c'est la première cause de perte de vision dans le monde. Hein. Et donc, ça c'est un système qui fonctionne déjà, qui a été déployé dans des dizaines de pays, notamment dans les pays en voie de développement. Mais c'est certain que des systèmes comme ça, ils ont leur place chez nous aussi. Là, ça devient imparable, en tout cas, si c'est un argument de prévention. C'est-à-dire que si ça trouve sa place dans une grande stratégie de prévention, bah alors là, effectivement, ça déploie encore. Alors, tous les deux, aujourd'hui, la place de l'IA, à vos yeux, comment il faut l'amener, comment il faut en faire la promotion, quelles seraient vos propositions? Mathieu, à ma connaissance, et Eric, je ne sais pas si on parle de ça dans les études de médecine, je ne crois pas, sauf si ça a changé, sauf si Mathieu Komorowski est un peu disponible pour venir faire quelques sessions à Lille ou à Paris, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut? Bon, tout passe par la formation quand même. Hein. Comment vous voyez les choses? C'est développer la recherche peut-être? Une des propositions, c'est vraiment la promotion de la recherche? C'est un peu ça le truc? Il y a beaucoup de ça. Ouais. Eric, tu veux commencer juste sur le versant formation, hein, on l'a dit, hein, l'IA, tel que conçu aujourd'hui, c'est un niveau de statistique médicale, en fait, hein, un niveau de sophistication de statistiques médicales ou biomédicales. Et effectivement, c'est quelque chose qui pêche dans la formation. On essaye d'étoffer un peu la méthodologie, mais on a d'abord la méthodologie de base. Hein. La crise Covid nous a quand même bien montré que même quand on est au niveau, mais vraiment zéro de la méthodologie statistique scientifique, on a énormément de travail à faire en santé. C'est un constat, la crise est un constat d'échec de la formation en méthodologie scientifique et statistique médicale. Hein. Donc, on a beaucoup de rattrapage à faire avant d'atteindre le niveau base de l'IA. On a les bases tout court à revoir en formation. Eric, j'en profite, c'est toi qui nous emmène par là. Il y avait des modèles qui prévoyaient l'arrivée d'une pandémie. Bon, moi, depuis que je suis à Tourcoing, j'entends parler de ça. Agnès, elle m'en parlait, ma bonne Agnès, Mathieu. Ma bonne Agnès, elle en parlait depuis, Agnès Mébec, qui était pour moi marraine de la réanimation de l'infectiologie. Mon amie, Agnès, elle en parlait souvent. Elle parlait de modélisation, de prédiction. Est-ce qu'on a pêché par là? Est-ce que c'est arrivé quand? Non, mais en revanche, là, alors, c'est peut-être un des bénéfices, hein, c'est quand on cède une partie de notre vie pour l'instant aux GAFA, et c'est un constat, c'est pas eux qui sont coupables du fait qu'on le cède, hein. On a cédé une partie de notre vie de manière tout à fait consentante
avec ça. En revanche, par exemple, Google arrive à avoir un cran d'avance sur les recherches, simplement les statistiques de recherche de mots-clés. Google a en général un temps d'avance, l'a montré sur les épidémies de grippe. Donc, simplement en regardant dans quel coin les gens sont en train de faire des recherches de Kleenex, nez qui coule, maux de tête, etc. Ils sont capables de dire « Ah, il y a une épidémie de grippe » avant des réseaux américains type réseau Sentinelle grippe qu'on a en France. Donc, effectivement, oui, il y a des choses à faire là-dessus. Mais ça, dingue, hein. ça, c'est un niveau, effectivement, ça, c'est entre les mains des GAFA, mais à négocier, les États doivent effectivement négocier, c'est de la santé publique, donc c'est pas des données que les États peuvent exploiter en tant que telles, hein. Les États ne s'occupent pas de moteurs de recherche, mais en revanche, ils doivent avoir un partenariat à deux sens, c'est-à-dire si les GAFA arrivent à faire ça, c'est parce qu'on leur a cédé des données de population de manière on va dire, consentante, mais pas toujours très bien informée. Moi, je balayais juste un peu les questions là. Donc d'abord, un grand bonjour à Cécile aussi, oui, j'avais vu que tu étais là. Elle était contente. Elle était contente de vous voir tous les deux. Et je vois Big Brother Human Tracing, ben, c'est ce que je dis. C'est pas la santé qui est en train d'inventer le Human Tracing et le Big Brother, hein. Ça, on a déjà tous consenti. Le simple fait que vous soyez là sur Zoom, etc., on est déjà dedans. La présence du CED sur les réseaux sociaux montre qu'on est tout à fait consentant parce qu'on y trouve notre compte. Donc, à moins de changer ça, ça, c'est un état de fait. On est beaucoup plus tracé par tout le reste qu'on ne l'est ou qu'on le sera par la santé. L'IA pour résoudre des problèmes de gestion de flux aux urgences, oui. Je pense que l'IA, justement, c'est quelque chose qui est tout à fait approprié à ce type de dynamique, des flux patients en temps réel, des projections de flux patients, pour ne pas se retrouver complètement coincé dans des admissions aux urgences, des choses comme ça, tout à fait. Permettre de simplifier, l'IA qui profite à la santé, mais aussi aux administratifs en rentabilité de soins, ça, on y est avec IA ou pas. C'est une question de vision de la santé. L'IA, ce n'est pas ça qui crée la préoccupation de rentabilité. C'est la préoccupation de rentabilité qui dévie les usages de n'importe quel outil, que ce soit IA ou même un tableur Excel sans IA. Ce n'est pas l'IA qui fait le danger. IA et éthique, bah oui, on l'a dit, mais l'éthique médicale préexiste à l'IA, hein, et donc tout à fait. Qui finance? Ce qui est très rassurant en t'écoutant Eric et en écoutant Mathieu, c'est que voilà, il y a quand même un fantasme que vous balayez bien aujourd'hui, c'est ce côté prendra le dessus. On n'y est pas encore. Terminator, on n'y est pas encore, quoi. Le pouvoir des machines, on n'en est pas encore là, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est la question qui venait juste après, là, dans le chat. Y a-t-il un pilotage du système? Alors, effectivement, ça, c'est Mathieu qui sera plus capable de répondre, mais j'ai vu qu'effectivement, même dans une des dernières études de Mathieu, qui était une étude sur la COVID, ce n'était pas de l'IA boîte noire, de A à Z, c'était de l'IA avec, comment ils appelaient ça, de l'IA explicative, avec des choses intelligibles pour le médecin et contrôlables par le médecin. Mathieu, non? Oui, bah, ça c'est clair, hein. C'est clair que c'est une des barrières au déploiement et aussi à la confiance, parce que si tu as un algorithme qui débarque dans ton hôpital, qui te dit voilà, il faut faire ça, sans aucune explication, c'est évident, même si l'algorithme fonctionne bien, hein, en pratique, c'est évident que le déploiement, la confiance et le taux d'utilisation va être faible. Moi le premier, hein, en tant qu'utilisateur, si j'ai un algorithme qui dit voilà, il faut donner un bolus de remplissage à ton malade qui a un choc septique, j'ai envie que l'algorithme m'explique d'une certaine manière pourquoi, au moins dans les grandes lignes. Mais c'est un domaine de la recherche qui est difficile, hein. Ça change presque toutes les semaines, ce domaine de la recherche, parce que on travaille dessus, quoi, ça s'enchaîne bien avec finalement la question suivante. C'est bien, la moitié des questions que je voulais utiliser sont finalement posées par vous. L'IA est un partenaire et pas la solution. Effectivement, ce côté explicatif, et c'est dans les cahiers des charges, hein, dans la FDA, qui est l'équivalent américain de la NSM, le caractère
utilisation de quelque chose qui soit intelligible par le soignant et sur lequel le soignant ait un droit d'entrée, ça fait partie du cahier des charges des IA. On n'a pas entre guillemets, ça ne doit pas être des IA boîte noire. Et un des co-auteurs justement de Mathieu avait même dit, finalement, l'IA, il faut le regarder comme un membre de l'équipe et pas le regarder comme quelque chose qui remplace. C'est vrai, on ne regarde pas nos moniteurs comme étant des compétiteurs de prendre le pouls soi-même, mesurer la tension, regarder les marbrures d'un patient. On n'a jamais dit qu'un moniteur allait nous remplacer pour ça. L'IA, c'est pareil. L'IA en santé n'a peut-être pas vocation, on le souhaite, à remplacer, mais à compléter, à complémenter une équipe de soins. Éric et Mathieu, en tout cas, il va vraiment falloir, je ne sais pas si ça fait partie de tes préoccupations, Mathieu, et bon, Éric le fait très bien aujourd'hui, c'est super. Je vous rappelle, messieurs, quand même, que les usagers du soin sont amenés à de plus en plus donner leur avis sur leur prise en charge, sur le fonctionnement des hôpitaux. Ça fait partie, vous voyez, dans la gouvernance du soin, des choses qui sont portées dans ce qu'il faudrait changer dans la gouvernance. Par exemple, alors c'est porté aussi par le collectif Interhôpitaux. Nous, on a aussi une antenne gouvernance. À chaque fois, c'est quelque chose qui revient, l'avis des usagers. Deux petites questions à vous deux. Vous n'avez pas peur que les usagers disent non, 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 par incompréhension? On ne veut pas. Première question, obstacle. Et deuxième petite question ciblée vers Mathieu. Mathieu, dans ton activité, il y avait aussi l'aérospatiale, IA aérospatiale, ou alors tu as mis l'aérospatiale de côté. Thomas Pesquet, il t'envoie des SMS tous les jours. Comment ça se passe? Tu peux nous mettre un peu dans le truc, là? Tu vas nous balancer du scoop, là? Ouais, je vais répondre dans l'ordre. Et aussi, je voulais te donner quelques propositions avant qu'on termine. Alors, attendez, je surveille l'heure. C'est bientôt l'heure des propositions. On a encore 4 minutes avant de se faire 2-3 minutes de propositions. Ok. La question sur l'implication des usagers dans la gouvernance de la recherche, c'est fondamental. Et moi, par exemple, on a reçu une bourse de recherche dans mon laboratoire du gouvernement anglais, en gros. Et un des critères, des choses qu'on devait mettre en place, c'est d'avoir des patients dans le groupe de gestion de cette bourse de recherche. Donc, en fait, on a je trouve que ce sont des femmes, mais on a 3 femmes qui ont eu un sepsis dans leur vie et qui font partie de notre groupe de gestion de cette bourse. Et elles ont toujours des commentaires, des points de vue qui sont passionnants et c'est fondamental. Je suis complètement d'accord. Ça me paraît indispensable pour permettre le déploiement et l'évolution, parce que ça peut foutre la trouille. Si ça fout un peu la trouille à certains soignants, par mes connaissances, on peut imaginer qu'il y ait d'autres barrières chez le commun des soignables potentiels, quoi. Bien sûr. Question sur l'aérospatiale. Et Thomas Pesquet, balance son 06 si tu l'as. Thomas Pesquet, oui, alors 06. On a celui de Mathieu, ça devrait déjà suffire. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. On peut imaginer, c'est niche, encore une fois, ça c'est pas la préoccupation de notre quotidien, mais c'est sûr que déployer des technologies d'IA, tu vois, pour soutenir les décisions médicales au cours d'une mission spatiale. Imagine que si tu te trouves sur Mars, Arnaud, le jour où tu iras, et ben en fait, tu peux avoir jusque 20 minutes de délai de communication avec la Terre. Ça veut dire que c'est impossible de parler, c'est impossible d'avoir un support télémédical, tu vois, télémédecine, tout ça, ça n'existera pas. Donc l'équipe, en fait, sera complètement autonome, seule, isolée, abandonnée quelque part. Et donc, on peut imaginer avoir de l'IA qui aide dans les décisions. Mais encore une fois, tu vois, ça, c'est encore une fois, pour ça, c'est de la science-fiction. Bon, je pense qu'on en parle simplement parce que c'est un peu mon actualité. Il y a une campagne de sélection d'astronautes au niveau européen qui est en train de se dérouler. Voilà, donc fingers crossed. Mais on peut revenir au Ségur de la santé si tu veux. Non, mais oui, mais bien sûr qu'on va revenir au Ségur de la santé, mais écoute, moi, je veux pas voilà, ce serait extraordinaire. Bah, moi, j'attends cette info-là depuis que je te connais. Voilà, je sais que tu es dans une shortlist, tu dois y être. Si nous, avec le collectif Santé en danger, vu qu'on a un grand impact mondial également, t'inquiète pas qu'on va faire du lobbying pour toi. En tout cas, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Messieurs, dames, les auditeurs de ce Zoom, je
vous avez probablement… Enfin, voilà. Moi, je n'en dis pas plus parce que je ne voudrais pas… voilà. Merci, merci. Alors, Avant les propositions, je suis en train de balayer les questions. Attends, Eric, il faut que tu nous parles de la recherche parce que, Cécile, merci, c'est ultra pertinent. On pêche un peu dans le vrai Ségur de la santé. On n'a pas fait de focus assez important sur la recherche et on va profiter d'aujourd'hui pour qu'Eric, tu nous dises un peu ce qui manque aussi en recherche, ce qu'il faudrait porter comme message pour la santé de demain, l'attribution de crédit. Je reste un peu traumatisé, mais Eric et Mathieu, dites-moi si je me plante, hein. Mais quand même que Moderna, ce soit quand même un Français qui a été ouvrir son labo et son vaccin aux États-Unis, tu as envie de dire, mais mince, quoi. Pour ce thème-là, il ne faut pas avoir les discours aussi schématiques que ce que tu as relaté du gouvernement. Le gouvernement qui dit l'IA, X milliards, c'est incomplet, c'est pas logique, hein. Ça doit être système de santé, formation, recherche, pour qu'on atteigne un stade avec une IA qui ferait progresser tout ça. Je pense qu'on peut faire des plans aussi focalisés que l'IA. C'est un tout. Dans ce tout, c'est effectivement le soin, la formation, la recherche, et à chaque étape. Je l'ai dit, hein, il n'y aura pas de données, il n'y aura pas de qualité de soins suffisant pour exploiter. De même que des équipes qui participent, il faut aussi être formé à ça, savoir sa place, savoir comment exploiter les données qui sont fournies et comment s'en servir à bon escient. Comprendre, et là on revient sur ce que tu as évoqué, hein, comprendre des résultats qui sont fournis, il faut avoir une notion des méthodes qui sont utilisées pour connaître leurs limites. Donc c'est un tout. On ne peut pas faire des plans comme ça, effectivement, ce n'est pas un plan isolé, pas plus qu'on peut dire qu'on fait un plan d'urbanisme simplement en s'intéressant aux bâtiments qu'on va construire, hein. Donc, non, mais merci Eric d'avoir ce propos-là. Ça nous permet, nous, de recadrer les choses et c'est vraiment très intéressant. Je voulais… non, j'ai perdu le fil de ma question. Je vous laisse finir. Là, il y avait des questions encore, avec le chat, pas mal de questions. Donc, si, ma question, l'approche du bon soin qui est absurde par l'IA, bah oui, mais on l'a dit, l'IA ne peut pas être le bon soin. L'IA, c'est un outil. Et la médecine a de nombreux outils, et c'en est un, point. Faut pas aller autrement. L'IA n'a pas besoin de la télémédecine, les GAFA ont tout le pouvoir, ça, on en a parlé. Qui finance? Ben là, on a une velléité de financement de plan d'IA national, donc ok, ça c'est déjà pas mal. Ça veut dire que on compte pas uniquement sur les GAFA. Est-ce que ça change toutes les semaines? Donc, est-ce qu'un algorithme terminé est obsolète? Ça, c'est une question intéressante, parce qu'effectivement, il y a quand même parmi les limites de l'IA, il y a déjà des études qui montrent qu'effectivement, l'algorithme peut glisser, hein. Si les données glissent aussi un peu, en qualité, en fiabilité, ben, l'IA va glisser puisque l'IA se construit, s'autoconstruit, se reconstruit au fur et à mesure. Et donc ça, c'est aussi un des enjeux, c'est qu'il faut savoir empêcher l'outil de se dégrader, hein. Un appareil d'échographie se dégrade aussi, mais une IA peut effectivement se dégrader, c'est au cours du temps. Tout à fait. La difficulté supplémentaire, là, Eric, c'est que pour la certification, il faut que l'algorithme soit fixé. Et donc, si en 2022, tu as ton appareil médical qui a une IA à l'intérieur qui est validé pour l'utilisation pratique, si tu réentraînes ton algorithme, eh ben, il faut que tu repasses par la NSM ou l'équivalent dans ton pays. Est-ce la possibilité de révéler les limites du savoir-pouvoir et ne validant pas forcément les certitudes et points de vue d'une équipe? Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'effectivement, c'est un des usages que Mathieu a démontré, hein. C'est des résultats d'IA qui sont parfois à contre-pied de croyances ou de choses un peu admises par des équipes médicales. Donc ça, c'est intéressant, c'est provocateur. Et tout ce qui est provocateur en médecine, en général, fait progresser la médecine, puisque ça fait réfléchir, ça fait étudier. Et un cran plus loin, un des grands espoirs que l'on met dans l'IA, c'est que, ça Mathieu l'avait déjà dit, la santé, c'est énormément de données intégrées par des soignants, des médecins, des équipes ensuite, des décisions à prendre.
Et on compte sur l'IA pour réussir parfois à donner un signal ou identifier un signal parmi toutes ces données que l'être humain n'est pas capable d'identifier. Et on est déjà en train de faire ça. Toutes les autres applications que je vous ai décrites, ça veut dire qu'on n'est pas capable, en regardant les données qu'on a, de décider quel sera le meilleur trajet de voiture. C'est l'IA qui est capable de le faire. Et on compte un peu là-dessus aussi. Alors après, c'est toujours pareil, c'est un outil, c'est un partenaire. On en tient compte, on n'en tient pas compte. C'est la priorité, ça ne l'est pas. Ça reste de la médecine avec des équipes qui doivent prendre des décisions en utilisant beaucoup d'informations, y compris celles fournies par l'IA. Mais c'était une question vraiment… Et une petite question avant de faire notre petit moment proposition. Tous les deux, vous avez beaucoup parlé du côté fondamental des données. Alors, les données, il y a des données cliniques, quand même le sentiment que les patients sont un peu monitorés. On a des données biologiques, elles sont aussi monitorées. Mais tout ça, c'est pas automatique, Eric. Hein. Tu le sais bien, mieux que moi. Tu l'as bien dit, tu le dis depuis le début, en fait. Tout dépend de la qualité du recueil de données. Et donc, c'est marrant parce que finalement, moi, si je voulais faire de l'IA, le premier truc que je ferais, c'est un truc appliqué au recueil de données intelligent. Ça existe, ça? Non, mais vous avez saisi, enfin, peut-être pas de l'IA pour le recueil de données, mais des systèmes de recueil de données, parce que c'est ça qui prend un temps fou aujourd'hui quand même si on a des logiciels informatiques à l'hôpital. Eric, tu sais bien, Mathieu aussi, que entre le CHU de Lille et Hénin-Beaumont, on n'a pas le même logiciel. Donc, en fait, moi, si je te transfère un malade, je vais t'imprimer 20 papiers. Je vais pas te transférer un programme. Comment, là-dessus, j'ai le sentiment qu'on n'a pas beaucoup progressé. Je me trompe ou… Non, tu as tout à fait raison. Et c'est un problème central. Hein, c'est-à-dire que si tu passes 5 ans à développer une IA dans ton hôpital avec ton université et que tu essaies de déployer ça n'importe où, ça sera impossible. Parce que, comme tu l'as dit, les systèmes électroniques sont différents. Il n'y a pas de standard de données médicales, tu vois, mondial idéalement. Ça, c'est la vision. Alors, il y a des gens qui ont essayé, hein, qui ont proposé. Mathieu, Eric, et donc, avant de parler d'IA, est-ce qu'il ne faudrait pas dire un logiciel unique en France, notamment, d'informatique médicale? Parce que, Eric, excuse-moi, hein, c'est un peu, mais moi, c'est un truc qui me révulse. Les plans informatiques, il y a eu des milliards et des milliards. Je te redis, il y a un programme différent par hôpital. C'est pas forcément l'enjeu du logiciel unique, mais c'est un enjeu parce que quelle que soit l'IA, c'est jamais au niveau de logiciel, c'est au niveau des données qui sont prises dans le logiciel et mises dans une base de données. Exact. Et c'est cette étape-là. Et cette étape-là, effectivement, l'enjeu majeur d'IA en santé, et d'IA en santé pour un pays ou pour un système de santé, parce que si on change de système de santé, ça devient très compliqué. On ne peut pas faire de parallèle entre la France, les États-Unis, ou l'Occident, ou le Nord et le Sud. Ce n'est pas possible, ce n'est pas les mêmes enjeux. Et là, le vrai enjeu, c'est de réussir au niveau d'un système de santé, donc national hein, pour la France, de réussir à s'accorder sur des bases de données en santé et de comment on fait comment on alimente la base de santé publique, hein, donc c'est de la santé publique, comment on alimente la base de santé publique avec les données patients. Et ça nécessite effectivement des moyens, parce que là, on est sur des gros serveurs, des grosses bases de données. Ça nécessite énormément de moyens humains, parce que de réussir à transformer ces données de différents logiciels, ces données dans lesquelles ces données sont polluées par du bruit. Hein. Un capteur qui est mal collé, ça donne une information dont il faut se débarrasser. Et tout ça, ça nécessite des expertises, du temps humain, c'est des métiers, vraiment, ce n'est pas que des médecins, ce n'est pas que des soignants, c'est des métiers experts. Et effectivement, ça nécessite des investissements, une politique de santé, et ça fait partie de la santé et de la santé publique, tout à fait, vraiment. Alors, juste une petite minute recherche avant les propositions, mais je ne voudrais vraiment pas oublier ça. Mathieu Komorowski, tu es un peu une star pour nous, hein, est-ce que tu es parti à Londres parce que les crédits recherche français étaient insuffisants? C'était potentiellement une des raisons. C'est-à-dire que, tu vois, alors il y avait de multiples raisons, mais c'est sûr qu'ici, il y a plus d'argent, il y a plus de financement. Tu vois, moi, mon salaire, il est payé à 50% par l'université. C'est-à-dire que l'hôpital paye la moitié de mon salaire et l'université paye l'autre moitié.
Et donc, il y a des postes comme ça, tu vois, il y a beaucoup plus de coopération entre les universités et les hôpitaux avec des grands organismes de financement nationaux tu vois, qui mettent vraiment des milliards chaque année dans la recherche. Euh, c'est alors, comme j'ai pas d'expérience en France, hein, Eric peut en parler, mais en tout cas, c'est sûr que ça a été, c'est un bon environnement pour ça, c'est sûr. Eric, demain, tu es ministre de la Santé et t'es mon ministre, en fait. Et parce que tu sais que j'ai quand même eu 21 parrainages et Chiche 2027 n'a pas dit son dernier mot. C'est de la boutade, hein. Mais t'es mon ministre et je te dis, voilà, Eric Kipnis, qu'est-ce qu'il faut faire pour la recherche en France? Arrêter que les Komoroski s'en aillent. Qu'est-ce que tu proposerais comme mesure? Ma question est très audacieuse, mais pourquoi on pêche? C'est juste un problème de volonté politique? Non, il y a beaucoup de facteurs. Il y a la quantité d'argent qu'un pays est prêt à mettre sur la table pour la recherche. Le soin coûte, hein, le soin coûte chaque année plus à cause des médicaments, à cause des techniques. Ça, on connaît bien. La recherche a un coût, donc ça dépend simplement d'une part, cette dimension financière on ne peut pas échapper à ça. Ensuite, il y a un grand problème de motivation hein, quand les chercheurs, qu'il s'agisse de chercheurs purs, hein, de chercheurs d'université ou de médecins-chercheurs comme les hospitalo-universitaires, le problème de motivation pour ces carrières, c'est de savoir effectivement que quand on rentre dans quelque chose dont on sait que c'est contraint, très contraint en enveloppe financière, en moyens pour financer des projets, on sait que on va se heurter à beaucoup de difficultés et il est difficile de motiver les gens pour ce type de carrière. Et je pense qu'il faut commencer à essayer de dissocier la simple obsession de financement ou de projets financés. Il y a des projets qui sont effectivement des projets de recherche en soins, en amélioration des soins qui doivent être financés, qui doivent exister au niveau de réseau. Je pense qu'il faut commencer à sérieusement penser plus haut. Un des exemples, c'est le réseau australien, ANZIX. Ils ont une puissance de recherche parce qu'ils ont décidé que sur un ensemble de territoires, Australie, Nouvelle-Zélande, ils se mutualisaient, ils faisaient la recherche clinique avec d'énormes cohortes, d'énormes moyens, mais ils se rangeaient tous derrière ces efforts-là. En France, on en est encore à faire en sorte que les carrières hospitalo-universitaires, par exemple, soient asservies à de la publication. Donc, chacun individuellement essaye de faire des choses dans son coin. Je pense qu'il faut arrêter ça, il faut dissocier les choses. Il y a des gros projets à faire, tous ensemble, et il y a des recherches plus modestes, plus petites, à faire néanmoins, à financer aussi. Il faut savoir faire les deux au lieu l'ordre de marche n'est pas bon, en fait. D'accord. Est-ce que c'est ce groupe-là, parce que tu me fais penser à un truc, juin 2021, Lancet, énorme étude australienne, diminution de morbidité et de mortalité dans les hôpitaux par une augmentation d'effectifs paramédicaux et gain pharmacoéconomique à la fin. La mortalité, la morbidité évitée a coûté moins cher que la formation de l'augmentation des effectifs paramédicaux. Ça vous parle, ça? C'est ANZIX, ouais. C'est ANZIX. Putain, extraordinaire. Donc, normalement, tu sais que je l'ai imprimée et elle est sur le bureau de Macron, cette étude-là. Allez, j'espère. Bon, alors, les propositions, je vous laisse les reprendre de manière un petit peu scolaire, entre guillemets. C'est pour nos scribes. C'est parce que comme après, on va aller voir tous les candidats à la présidentielle, on va leur dire ce qu'il faut faire. Ne pas dissocier, je pourrais juste dire ça à moi pour vous lancer, ne pas dissocier IA de formation soins recherche. Voilà. Lien, ça c'est une info qui pour moi, ce midi, si je devais en garder qu'une, je garderais ça. Ça existe déjà, déploiement de ce qui marche bien, peut-être, avec toujours avoir en tête, je pense, une antenne communication, information, formation importante pour éviter les levées de bouclier. Sur la recherche, tu sais, Eric, à quoi je pensais? Dès qu'on aborde des problématiques de santé, que ce soit la ville, que ce soit l'hôpital, les cliniques, tout, à chaque fois, on retombe sur bassin de vie, tu vois, sur l'échelle d'un bassin de vie, l'organisation d'un bassin de vie. Comment ça se passe? En fait, ça m'a fait un peu penser à ça quand tu as parlé de raisonner en réseau. Ouais, bassin de recherche finalement, entre guillemets, bassin de vie de recherche.
Essayons pas enfin, on se comprend, essayons de lier les forces. Voilà, un petit peu ça, je pense, que tu as dit, parce que j'ai pris des notes. Et bah voilà, moi, c'est des choses fortes que je retiens de ce midi. Je sais pas si vous voulez, Mathieu, tu voulais ajouter des choses tout à l'heure? Rapidement, hein, je pense qu'il y a un élément qui est important, c'est les écosystèmes locaux. Pour, tu vois, faire de la translation de produits de recherche dans des appareils médicaux, en fait, ou dans des produits qui peuvent être ensuite diffusés, déployés à grande échelle. Et par exemple, à Lille, on a le parc Eurasanté. Je pense que c'est un exemple super. Alors, c'est plus de 200 startups, le parc Eurasanté. Et en gros, tu vois, c'est des compagnies pharmaceutiques, ils sont intimement connectés au campus hospitalo-universitaire, ils développent des dispositifs médicaux, des biotechnologies. Tu vois, ils ont des experts en éthique, en protection de la propriété intellectuelle, en économie de la santé, etc. T'es un peu en train de dire que c'est notre Silicon Valley dont parlait tout à l'heure Eric, un peu là. Ouais. C'est ni la côte est ni la côte ouest. C'est la Silicon Valley. Excellent, excellent, excellent. Non, mais ça veut dire qu'en fait, ce que tu dis là, c'est vachement intéressant. Ça veut dire que vous êtes en train de dire que ce qu'on voit là avec le parc Eurasanté, il faudrait promouvoir ça. Bien sûr. La proximité des acteurs. Peut-être que ça s'appelle Euratech, je crois que ça s'appelle Eurasanté. Ouais, il y a Capucine qui dit. Ouais. Ok, super. Mais ça, voilà, c'est un exemple, mais je pense à répliquer, tu vois, à promouvoir. On a parlé de la formation, on a parlé, tu vois, nous, dans mon service, on a des infirmières de recherche qui sont pas au lit du malade, qui font de la recherche, qui font du recrutement de malades dans les études cliniques. Ça ressemble un peu à nos arcs, non, Eric? Ouais, tout à fait. Ouais, mais tu vois, peut-être qu'il en faut plus. Bien sûr, bien sûr. Eric, tu voudrais rajouter des propositions? Je pense que toutes ces propositions-là étaient bonnes et il faut un peu de pédagogie sur les vrais enjeux de l'IA, non pas les peurs et les fantasmes, mais il faut faire comprendre, voilà, les données de santé d'un État, c'est les données de sa population et la population doit militer pour que ces données soient exploitées à bon escient dans un but de santé publique et de santé individuelle et ne pas commettre, on va dire, je ne vais pas dire l'erreur, mais en tout cas ne pas commettre quelque chose où après on va dire mais regardez, c'est eux qui ont les données, on ne savait pas, on n'était pas au courant. Non, non, c'est une priorité nationale, on va dire même c'est une priorité, c'est un domaine éminent stratégique national, les données en santé. Messieurs, on a débordé de 2 minutes, mais bon, ça fait toujours chier de clôturer une soirée avec les copains, même si c'est le midi. Merci beaucoup pour ce moment. C'était passionnant, intéressant. Ça fait plaisir de vous voir. Et j'espère qu'on en a tiré plein de choses. On a débroussaillé plein de terrains. On a élagué des idées préconçues. C'était absolument passionnant. Je vous remercie de tout cœur, tous les deux. Mathieu, tu sais que tu dois me prévenir quand tu viens à Lille. Eric, on se voit quand tu veux. Eric est aussi un musicien qui se produit régulièrement. Tu m'en veux pas de le dire, Eric? Ouais, mais plus trop avec la Covid. On va reprendre. Ah, plus trop avec la Covid. Bon, voilà. Donc, il faut relancer ta carrière. J'en profite pour te remercier pour les petits mots vachement bienveillants que tu avais eu à mon égard quand on s'était parlé pour préparer aujourd'hui. Ça m'avait beaucoup touché. Donc, je vous remercie. Vraiment, c'était chouette, cette session-là. Elle va être diffusée encore, hein, bien sûr, hein, sur notre chaîne YouTube. Vous étiez en Facebook Live sur la page Facebook. Il faut quand même savoir qu'il y a 220 000 abonnés, mais la page est vue par 2 à 5 millions de personnes. Hein, donc, voilà. Merci pour cette audience-là et merci d'avoir accepté de jouer cela, enfin de participer à ça. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Et nous, on est à votre disposition quand vous voulez. On est un peu un vecteur d'information. On a un peu un média, si on veut. Fin mars, il y a une restitution de tout ça. D'abord, on prépare un document. On vous enverra ce qu'on a préparé de cette audition-là, ce qu'on en a sorti. On vous le montrera, que vous corrigiez si jamais il y a besoin. Et puis, sachez que tout ce que vous nous avez dit, nous, on essaiera de les porter le plus haut possible dans la démarche du vrai Ségur de la santé tel qu'on l'a prévu et organisé. Vous êtes invités les 27 et 28 mars à Paris. Le 27 mars, c'est un dimanche le soir. Il y a une petite bouffe vachement sympa entre nous au Plomb du Cantal, qui est un restaurant auvergnat dans Paris, dans le 14e. Le lundi, également, J2 restitution. Et le soir, il y a une soirée de gala qui se prépare
vachement sympa, a priori sur une péniche. Et donc, bon voilà, gardez ça dans un coin de votre tête. Je me doute que vos agendas sont remplis, mais 27-28 mars, si vous avez un petit peu de temps à passer à Paris, ben, nous, on sera honorés de votre présence, par votre présence. Je vous embrasse. Merci aux auditeurs, aux modérateurs, aux scribes. C'était super. À bientôt. Merci Arnaud. Mathieu, prends soin de toi. Eric, à très vite. Merci à tous. Merci à tous. Et Cécile, tu voulais pas dire un mot à Eric? J'ai ouvert ton micro. On l'a dit en chat. Ah, mais tu peux ouvrir ton micro, Cécile, hein, sois pas timide. Hein. Ah, elle n'est pas dedans. Ah mince alors. Attends, elle ne venait pas. Je devais modérer, mais j'ai été réduite au silence. Attends, mais non, mais, tu es co-animateur. Bah, Cécile, tu peux parler là, hein, j'ai activé ton micro. Bah, ça ne marche pas. Bon, je ne comprends pas. À bientôt, je vous embrasse, merci pour tout. Merci. Merci, bye. Salut à toutes et tous.